Bonjour à tous et à toutes, j'espère que tout va bien pour vous. Un imaginaire du présent un peu décalé dans le temps désormais, chaque nouvel épisode sera diffusé à chaque moitié du mois. Dans quelques minutes, ne manquez pas le grand entretien avec Alexis Metzeger qui apporte une nouvelle approche sur la terminologie et la construction de la notion de catastrophe climatique. La citation du mois est celle d'Alexandre Lacroix dans l'éditorial de Philosophie Magazine de ce mois d'octobre intitulé « La logique du bonheur » qui rentre en écho avec le titre de ce podcast. Je cite Alexandre Lacroix « Il y a entre les membres de notre société de vraies différences de logique temporelle. D'un côté, il y a ceux que j'appellerais les projectifs qui, lorsqu'ils vivent un moment délicieux ou désagréable, ne peuvent s'empêcher d'extrapoler, d'essayer d'anticiper les conséquences de ce moment. Les projectifs sont tous des futurologues amateurs, ils gardent les yeux braqués sur ce qui va se passer ensuite. Le projectif ne peut pas s'engager dans un ouvrage sans l'imaginer fini, ni débuter sa semaine de travail le lundi matin sans avoir configuré mentalement la plupart des tâches qu'il aura à mener. Or, le drame du projectif, outre qu'il se prive d'un certain nombre de bonheurs simples de l'existence, c'est qu'il doit composer avec les innombrables présentistes qui l'entourent. Chaque présentiste est un insulaire, le moment présent est pour lui une île qu'il essaie d'habiter pleinement, sur laquelle il se prélasse. Sa vie est une succession d'instants présents qu'il gonfle comme des ballons de baudruche et qui se contractent mutuellement, qui s'écrasent les uns contre les autres dans l'espace du temps disponible. En d'autres termes, nul ne peut décider d'être heureux ici et maintenant. Voilà, c'était un extrait de l'éditorial d'Alexandre Lacroix dans le dernier numéro de Philosophie Magazine qui a pour titre « Peut-on changer de logique ?» En fin de programme, retrouvez comme habituellement le panthéon de Jérémie de Tessier. Jérémie, vous nous présentez cette fois-ci un portrait inédit d'une écrivaine journaliste du 19e siècle. Oui, tout à fait. Je suis ravi de vous retrouver en ce doux mois d'octobre pour découvrir et panthéoniser une nouvelle personnalité de notre riche histoire. Alors, j'ai pu succinctement exposer avec vous ce qui fut l'un des grands combats du siècle 19e, celui de la cause des femmes, à travers le parcours de celles qui l'ont mené, depuis Olympe de Gouges, pionnière des droits de la femme à l'heure de la Révolution, à la fantasque et à peu près anticonformiste George Sand, et jusqu'à la guerrière, l'intransigeante Louise Michel. Il manque encore de nombreux noms à ce tableau. Aujourd'hui, je vous en propose un. Elle est une écrivaine, comme vous l'avez dit, une journaliste, une traductrice aussi de renom, et une militante de premier ordre, une 48arde bouillonnante et déçue. Elle s'appelle Eugénie Niboyer. Merci Jérémie de Tessier, à tout à l'heure. Avant l'interview d'Alexis Metzeger, c'est la perle électro avec l'artiste Tezen. La perle électro, la pépite de la musique électronique contemporaine, fabriquée en France. Tezen s'initie au piano dès l'âge de 6 ans auprès de son père, puis dans divers conservatoires à Paris et en province. Autodidacte de chœur, il prend en main divers autres instruments comme la guitare, la flûte traversière et le violon. Passionné de cinéma et de théâtre, il suit une formation d'acteur à Paris en 2007. Tezen improvise depuis son adolescence au piano et se forme à la composition en conjuguant ses connaissances théoriques à son intuition musicale. Il s'oriente ensuite naturellement vers le jazz et joue comme sideman dans de nombreux groupes, du duo au quartet. Il forme son quartet en 2017, année décisive où il commence à jouer sa propre musique. Progressivement, il ne se concentre plus qu'au développement de ses projets personnels en tant que compositeur et interprète. Il tourne actuellement en solo sous le nom de Tezen, mariant dans son set le lyrisme de ses compositions pianistiques à l'univers de la musique électronique et en trio avec l'ensemble Goodbye Jupiter, envoûtante invitation à la musique minimaliste. Son dernier album est sorti fin septembre dernier et s'appelle Home et nous écoutons le titre Berlin Sunrise. C'est l'artiste Tezen dans la perle électro.
nouvelle Imaginaire du présent, j'ai le plaisir d'accueillir Alexis Metzeger. Bonjour Alexis. Oui, bonjour Cyril, bonjour à tous. Vous êtes docteur en géographie, météophile de la neige. Vous êtes chercheur senior à l'Université de Lausanne au sein de l'Institut de géographie et durabilité. Vous êtes également membre du Centre interdisciplinaire de recherche sur la montagne. Vous travaillez sur les risques environnementaux en combinant des approches plurielles, notamment historiques et géographiques, en vous focalisant particulièrement sur le fleuve Rhône en Suisse. Vous vous êtes intéressé aux représentations du climat dans des images, dans des peintures. Votre thèse était consacrée justement aux représentations de l'hiver dans la peinture hollandaise du XVIIe siècle, en croisant différentes disciplines. Ça a fait l'objet d'une publication aux éditions Sorbonne Université en 2018, intitulée L'hiver au siècle d'or hollandais, art et climat. Avant d'arriver à l'Université de Lausanne, vous avez été post-doctorant aux universités de Limoges, de Strasbourg, et vous avez formé des étudiants de l'École normale supérieure aux enjeux environnementaux dans le cadre d'un poste à terre. Alexis Metzeger, on est très content de vous recevoir dans ce podcast Imaginaire du présent à l'occasion de la sortie de votre livre Catastrophe climatique, 21 idées reçues pour comprendre et agir au Cavalier Bleu. Alors, il y a 4 parties pour ceux qui n'ont pas lu le sommaire du livre. Donc, je vais rappeler ces 4 parties et rappeler la thèse principale du livre pour qu'on saisisse bien votre pensée qui amène à l'esprit critique et à la réflexion sur la notion complexe et construite de catastrophe climatique. Alors, première entrée de ce livre, les catastrophes climatiques dans les tourments de l'histoire, avec à chaque fois une phrase, on pourrait dire une espèce d'injonction, une phrase affirmative qui est globalisante et qui ne permet pas forcément la réflexion, le débat d'idées. Par exemple, de grands événements historiques ont été causés par des catastrophes climatiques. Dans l'histoire, Dieu était responsable des catastrophes climatiques. L'art témoigne des catastrophes climatiques passées. Alors tout ça, c'est des idées reçues et vous allez un peu déconstruire ces idées reçues, même avec finesse, et nous allons le voir dans un instant. Deuxième entrée de ce livre, les conséquences des catastrophes climatiques. Troisième partie, prévoir et éviter les catastrophes climatiques. Et une quatrième partie, catastrophes climatiques et changements climatique. Il faut savoir qu'à chaque petite sous-partie, il y a une citation que je trouve très bienvenue en exergue qui permet d'amener le sujet et c'est en général une citation d'ordre littéraire. Donc on voit bien que vous êtes en même temps un littéraire. Alors, la thèse centrale de ce livre a retenu toute notre attention et je vais peut-être commencer par une phrase de la conclusion de ce livre qui donne quand même la tonalité générale. Le climat, vous dites, pensé comme extérieur, global, est accusé, ce qui invite d'interroger les choix et comportements humains sur des temps plus ou moins longs propres à chaque territoire. Et vous continuez, pour les décideurs et aménageurs, mettre la catastrophe uniquement sur le compte de la variabilité climatique permet de se dédouaner de certaines responsabilités dans l'organisation socio-spatiale d'un territoire, créatrice de vulnérabilité, ou continuez, qui vont parfois toucher plus directement des minorités de genre, ethniques ou religieuses. Tout d'abord, une question d'ordre personnel. Alexis, pourquoi avoir décrypté, avoir voulu aller jusqu'au bout de cette notion de catastrophe climatique ? Oui, merci tout d'abord pour cette présentation. J'ai l'impression qu'on entend de plus en plus parler des catastrophes climatiques dans les médias, écrits, visuels, et on est face à ces images, ce qui nous amène un peu à être alpagués par toutes ces visions de catastrophes et ces représentations sans trop avoir le temps de prendre peut-être un pas de côté et d'étudier chaque catastrophe en elle-même, ce qu'elle présente comme particularité. Donc de globaliser les catastrophes, à la fois les images, les discours, et j'ai essayé dans le livre de montrer pourquoi il est nécessaire vraiment d'étudier chaque catastrophe dans ses spécificités territoriales, politiques, sociales, pour éviter peut-être un discours trop global qui évite de parler des acteurs et des personnes. On parle de climat, de la nature, et à juste titre, bien sûr, évidemment, des acteurs qui habitent dans des territoires, qui décident de l'organisation d'un territoire. Les acteurs, ça peut être tout ce que vous appelez les aménageurs. Les acteurs, pour être plus précis, ce sont les hommes et les hommes dans leur représentation, dans leur mode de représentation. Oui, exactement. Et chaque personne, chaque habitant sur Terre vit avec sa propre culture qu'on a construite de génération en génération par héritage. Donc la façon
de voir ou de gérer une catastrophe potentielle. Elle est propre à une culture. C'est pour ça que j'essaye aussi de repartir dans l'histoire pour comprendre comment les catastrophes étaient pensées, vécues, mais aussi gérées par le passé, dans les siècles passés, et arriver à voir comment aujourd'hui on arrive à médiatiser ou à représenter ces catastrophes climatiques. Ce qui est intéressant dans cet ouvrage, c'est que vous faites appel donc à plusieurs disciplines et il y a plusieurs chercheurs qui sont directement associés. On peut parler de géographes, d'anthropologues, d'historiens. Vous les évoquez d'ailleurs tout en annexe toutes les sources. Donc il y a un grand respect des sources dans cet ouvrage. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement comment vous avez construit votre livre et quels exemples vous donnez justement pour déconstruire la notion de catastrophe climatique qui fait plutôt appel à l'émotion et moins à la réflexion. Vous pouvez nous donner des exemples, Alexis, un petit peu que vous donnez dans votre ouvrage? Oui, bien sûr. Alors, pour la première partie de votre question, effectivement, j'ai essayé de beaucoup lire en français, mais également des articles plus précis en anglais qui vont aborder certaines catastrophes très particulières et de disciplines, alors en sciences humaines et sociales principalement, mais différentes. Vous avez cité l'anthropologie, la géographie, l'histoire, la sociologie. Il y a aussi des philosophes qui ont écrit sur les catastrophes pour arriver vraiment à comprendre cette notion et à ne pas la singulariser dans une approche disciplinaire. Et on est tous aussi formés un peu par un regard disciplinaire qu'on a préféré à l'école ou qu'on a développé ensuite dans un travail. Donc, effectivement, une des particularités du livre, c'est que les sources ne sont pas, disons, directement citées en note de bas de page, mais elles sont toutes citées en annexe. Donc, ça, c'est tout à fait pratique, je pense, pour le lecteur de s'y référer. Par rapport à des exemples. Alors, peut-être un exemple dans l'histoire pour commencer, c'est le Dust Bowl. Le Dust Bowl, c'est une période de sécheresse, mais aussi de difficultés sociales majeures aux États-Unis dans les années 30, qui est concomitante de la Grande Dépression. Oui. Et cet événement, il est à la fois climatique, parce qu'effectivement, il y a eu de forts déficits de précipitations qui ont été observés dans cette sorte de cuvette de poussière, Dust Bowl, hein, la traduction littérale, si on peut dire, entre Oklahoma, une partie du Texas schématisée. Et ce que j'essaie d'interroger dans une des parties du livre, c'est dans quelle mesure le climat est responsable de la misère sociale qui a touché les agriculteurs. Et on se rend compte qu'il y a aussi plein de facteurs très construits, très sociaux, très économiques qui ont pesé dans la catastrophe qu'a dépeinte notamment Steinbeck dans Les raisins de la colère. C'est ce croisement de données climatiques analysées d'un point de vue climatologique, hein, comme on fait en géographie, climatologie, mais aussi de géographie humaine, de sociologie, d'histoire de l'environnement qui permet de mieux comprendre cet épisode. Ah oui, c'est intéressant parce qu'il y a des exemples mondiaux. Hein. On fait le tour de la planète sur des idées reçues, sur notamment les îles qui vont s'effondrer, sur ce qui se passe en catastrophe un petit peu partout sur la planète. Et à chaque fois, on voit, attention, la première approche, c'est catastrophe climatique, c'est une approche sensible, mais qui ne fait pas forcément appel aux raisons multiples et notamment les raisons humaines qui aggravent. Il y a un facteur aggravant et peut-être que le spectacle, c'est plutôt l'homme qui le crée en premier lieu et moins la nature. C'est la thèse centrale de votre livre, Alexis. Oui, tout à fait. Vous avez raison de souligner l'émotion. Quand on est face à ces images, à ces récits parfois de morts très dramatiques qui peuvent exister lors de catastrophes, on est un peu pris par l'émotion et donc on a du mal peut-être à comprendre un peu mieux comment la catastrophe est née et pourquoi elle a eu lieu. Vous avez cité l'exemple des îles Basses. Il y a bien sûr des îles basses qui sont vulnérables par la montée des eaux, notamment liées au réchauffement climatique, mais il y a aussi eu, pendant des dizaines et des dizaines d'années, des prélèvements de coraux qui ont rendu ces îles plus vulnérables. Il y a aussi des îles qui, contrairement à ce qu'on peut penser, arrivent à relativement croître, même en suivant le niveau de la mer. Et puis, il y en a d'autres, par contre, qui sont dans une situation beaucoup plus délicate. Donc, c'est aussi l'idée d'éviter un peu les généralités d'un point de vue occidental, où on met toutes les îles basses un peu dans le même paquet et d'arriver à comprendre que derrière, il y a aussi un discours politique, de représentation, avoir une place dans les arènes des négociations, avoir un poids politique. Ça passe aussi par un peu une mise en scène de cette vulnérabilité des îles qui est en partie réelle et en partie construite.
Et oui, donc dans certains cas, il peut y avoir une récupération politique de certaines catastrophes. Ça, c'est très bien expliqué dans le livre. On va revenir sur l'actualité peut-être parce que c'est aussi ce qui est l'imaginaire du présent. Comment vous expliquez, vous Alexis, ces images justement? Alors il y a toute une partie dont on reviendra un petit peu sur le décryptage des images qui est très intéressante, qui est à la fin de l'ouvrage et qui fait partie finalement d'une manipulation parfois, même dans le cadre d'expositions photographiques, nous y reviendrons, puisque vous êtes un très grand analyste des images, notamment à travers la peinture. Vous avez fait tout un travail sur la peinture hollandaise, essayer de décrypter est-ce que les hivers étaient imaginés par les peintres ou étaient-ils réels tels qu'ils les voyaient à l'époque et qu'ils les représentaient. Comment expliquer, alors on revient sur l'actualité, j'ai une image comme ça, flash, qui me revient en vous écoutant, c'est une image qui a circulé en juillet dernier, qui montrait un glissement de terrain, mais apocalyptique, effrayant en Allemagne, suite à des précipitations qui ont entraîné plusieurs centaines de morts. Est-ce que vous avez une analyse de cette image et de ce qui s'est passé en Allemagne dernièrement, qui a frappé vraiment tous les esprits en Europe? Je vois bien cette image, effectivement, qui a fait la une de différents journaux et qui est passée à la télévision. Je pense que ce qui a frappé dans cette image, c'était le rapprochement extrême entre des constructions humaines et ce glissement de terrain et l'eau. Donc, on peut considérer parfois des événements climatiques extrêmes comme beaux. Un glissement de terrain qui aurait eu lieu peut-être dans une montagne très peu habitée, on pourrait même le rendre artistique et faire que ce glissement soit beau. Donc ça susciterait, je pense, pas du tout la même émotion, tandis que là, ce qui a frappé, et a raison, c'est que ce glissement, il a eu lieu alors que des constructions étaient extrêmement proches et que donc on s'est senti là très très vulnérable. On se dit, mais est-ce que ça pourrait pas arriver au coin de notre porte si des conditions de précipitation se déroulaient de la même façon? Donc cette image, elle a été aussi choisie pour susciter cette émotion de compassion, aussi peut-être de prise de conscience. Alors effectivement, là, dans le cas de l'Allemagne, il y a eu des précipitations extrêmes, et même tout le mois de juillet d'ailleurs est très très pluvieux en Europe de l'Ouest. Là, actuellement, j'habite à Lausanne. Le mois de juillet, c'est un mois record en précipitations dans certaines stations depuis le début des observations en 1864. Donc, on a bien ces précipitations extrêmement fortes, avec des températures relativement douces ou modiques, on va dire, pour un mois de juillet. Donc là, il n'y a pas de doute là-dessus. Par contre, ce qu'il faudrait interroger plus en détail, c'est comprendre pourquoi, et on voit ces maisons qui ont été construites, c'est des maisons, on dirait, j'ai pas analysé la situation dans le détail, mais relativement récentes, peut-être des années 70, 80. Pourquoi elles ont été construites ici, sur la photo à laquelle vous faites allusion? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on ait autorisé des personnes à construire dans cette zone qui apparemment était à risque? Est-ce qu'elle ne l'était pas du tout à l'époque? Est-ce que c'est vraiment des précipitations extraordinaires qui ont eu lieu? Par exemple, dans la vallée de la Roya, ce qui s'est passé en octobre, c'était 2020, oui. Oui. Là, il y a vraiment eu un épisode qui a dépassé toutes les mesures. On dit qu'il y a une récurrence de plus de 1000 ans. Donc là, c'était très difficile de pouvoir s'adapter, anticiper ce risque. Il y a d'autres endroits où, par contre, le risque est mieux connu, ou en tout cas, on a permis de construire dans des zones trop exposées, trop vulnérables, et ce qui rend aussi ces images très parlantes. C'est aussi notre propre exposition à des risques, à des phénomènes extrêmes. On s'expose, on s'est exposé parce qu'il y a eu une croissance aussi démographique, une croissance qui a voulu qu'on habite dans certaines zones qui présentent aussi des ressources, des aménités. Être face à la mer, être face à un fleuve, ça peut être très beau et tout à fait agréable à vivre au quotidien, sauf bien sûr quand il y a ce type d'événement. Bon, la catastrophe, je pense qu'elle est créée de toute façon quand le critère humain entre en jeu. Sinon, on parle peut-être d'aléas, on parle d'événements extrêmes qui peuvent se produire dans des zones non habitées. Alors, ça devient évidemment de plus en plus rare au fur et à mesure que l'homme habite densément la planète et répartit sa population. Mais à propos de Xynthia, oui, il y a eu là encore un événement exceptionnel qui avait été bien anticipé. Météo France avait émis une alerte rouge, parce que le type d'alerte, orange, rouge ou bien jaune pour les événements de bonne intensité, il est postérieur à la tempête de 1999. C'est ce qui a déclenché vraiment l'idée d'arriver à produire une représentation spatiale de l'alerte météo. Et
Alors qu'il y avait déjà eu des tempêtes accompagnées de submersions dans les années en 1937, en 1940, au 19e siècle, exactement dans les mêmes endroits où la tempête Cynthia a suscité le débordement de la mer. Donc, ces zones étaient plus ou moins connues. Il y a, je pense, aussi un besoin de reconnaître les travaux des historiens du climat, de l'environnement, pour arriver à éviter ces constructions dans des zones à risque. Et là où c'est vrai, c'est qu'il y a eu, je crois, un dernier événement de submersion, peut-être c'était en 57, notamment en Vendée, et depuis, il n'y avait pas eu de submersion dans cette zone-là, ce qui a peut-être autorisé, ou en tout cas la mémoire s'est un peu perdue, et ce qui a Oui. permis à ces habitats de se construire, avec aussi des habitats en rez-de-chaussée, sans possibilité d'évacuer ou de se réfugier dans un étage, enfin des maisons de plein pied, parce que c'est aussi ça offre une certaine facilité, une certaine commodité de vie. Ouais. Mais voilà, ça là aussi, c'est des choix urbanistiques, peut-être architecturaux, qui sont à interroger en situation de risque. Dans cette partie, donc, que je parlais tout à l'heure, les images de catastrophes climatiques illustrent bien le changement climatique. Alors, bien sûr, vous faites l'antithèse dans la partie en prenant exemple sur un photographe. Alors, ce photographe, vous dites, tend à masquer le fait que toute vulnérabilité est territorialisée, quel est le résultat de choix sociaux et politiques qui peuvent rendre des inondations très dommageables. Dans les images que l'on peut voir qui circulent comme des virus sur les réseaux sociaux, tout est fait pour toucher l'affect, mais pas l'intelligentsia, l'intellect. Effectivement, ce sont les auditrices, les auditeurs peuvent regarder Mendel, qui a un travail d'ailleurs esthétique vraiment très, très bon, je trouve, mais qui par contre induit parfois un discours ou induit une reprise de ces images qui sont un peu problématiques. Donc dans ces images, on voit des personnes face à la caméra qui sont souvent choisies parce qu'elles peuvent être représentatives d'un pays ou disons d'un certain groupe social, et elles sont des pieds dans l'eau jusqu'à parfois le cou dans l'eau. Elles sont en situation de passivité totale face à une inondation. Et du coup, on a vraiment l'impression que les inondations touchent tout le monde et que ces habitants sont complètement démunis face à la catastrophe. Or, on peut vraiment se demander, mais pourquoi le photographe n'a pas choisi de montrer, par exemple, des solutions de transport, des barques, des embarcations? Pourquoi les habitants n'ont pas fui? Alors, parfois, ils n'ont pas le choix, ou parfois, ça a été très difficile d'organiser les secours. Oui. Mais parfois aussi, il y avait derrière des raisons politiques ou d'aménagement qui ont entraîné ces inondations. On a choisi plutôt d'inonder tel quartier et de préserver un quartier où des personnes plus nanties, plus aisées habitaient. Et là, dans les photos, on n'a pas ces raisons, ces explications qui peuvent être fournies. On a une sensation effectivement très émotionnelle au premier regard, d'où l'idée de regarder chaque inondation, comment elle s'est déroulée, qu'est-ce qui s'est passé, où l'eau a vraiment débordé, à quoi c'est dû, est-ce que c'est dû à des précipitations très importantes, à une rupture de barrage, à une rupture de digue. Donc il faut aussi derrière interroger non seulement les facteurs naturels, mais les facteurs humains, les facteurs politiques, les facteurs sociaux, les inégalités sociales qui sont présentes dans des villes, dans des territoires. C'est le travail caché, et finalement, ce qui apparaît comme un travail informatif, documentaire, est une véritable fiction construite et parfois déviée de la réalité. Hein. Vous le montrez bien dans votre livre, et cela avec beaucoup d'exemples. Autre exemple d'actualité et qui est repris dans votre livre, ce sont les méga-feux. Alors les méga-feux, bien sûr, ce sont les incendies puissance 1000, hein, qui sont particulièrement frappants. Là encore, une image qui me revient, c'est ces incendies qu'on voit régulièrement à chaque été, qui font la une des médias, sur ce qui se passe en Grèce, voire en Turquie. Là aussi, c'est l'aménagement du territoire qui peut être mis en cause. Alors il faut que j'évite absolument une des tares que je souligne, c'est de parler trop généralement d'événements pour lesquels on n'a pas encore, disons, assez de recul. Donc comme je me suis pas intéressé directement à la Grèce ou à la Turquie, je vais pas essayer de généraliser et d'aboutir à des explications trop vagues sur la situation actuelle et sur ces incendies. Par contre, j'ai un peu plus regardé ce qui s'est passé, notamment en Suède. Il y a eu des grands incendies à l'été 2018, au printemps à l'été, aux États-Unis également, un grand incendie de Paradise. Et là, on se rend compte
Bon, à la fois, ou même en Australie, hein, souvenez-vous Ah des oui. incendies en Australie, on avait ces fumées qui arrivaient dans les grandes villes avec vraiment des très grands foyers qui s'étaient allumés. Là, il y a à la fois une raison effectivement humaine de non-entretien des forêts, parfois de choix de certaines espèces qui sont très inflammables, comme Eh oui. l'eucalyptus en Australie. Parfois aussi le fait d'avoir construit des villes, pareil, dans des endroits qui peuvent être très agréables, habiter en pleine forêt. On peut s'y sentir très bien à l'ombre, faire des randonnées, avoir une certaine qualité de vie, et en même temps, on n'est jamais à l'abri d'un incendie. Et ce qui se passe parfois aux États-Unis, les incendies vont toucher des villes ou des villages qui se sont construits en plein milieu d'une forêt, un peu en dépit, disons, du risque climatique et du risque d'incendie qui peut se produire. Donc après, on va dire que ça pourrait être facile d'avoir une vision un peu a posteriori, comme ça, de dire on n'aurait pas dû faire ci, on n'aurait pas dû faire ça. Ce que j'essaye aussi dans le livre, c'est de montrer de souligner à quel point les choix qu'on a fait par le passé peuvent être préjudiciables dans le futur, et donc de dire on est à une situation aujourd'hui, on sait qu'on peut être vulnérable à des risques, à des inondations, à des incendies, à des glissements de terrain, comme vous avez pris cet exemple-là. Essayons dans la mesure du possible de limiter ces vulnérabilités pour limiter les pertes, les dégâts, les pertes humaines. Voilà. Vaut mieux prévenir que guérir, hein. C'est bien la thèse du livre, où il y a toute une partie sur comment éviter les catastrophes climatiques. Vous donnez quand même des pistes pour s'en sortir. C'est un très beau livre qu'on recommande, qui est sorti dans une très bonne collection que j'ai découverte. Moi, c'est la collection Idées reçues Cavalier Bleu, qui permet justement ce regard pluriel, pluridisciplinaire. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez formé des étudiants de l'école normale supérieure justement aux enjeux environnementaux, et que vous êtes maintenant à l'Université de Lausanne. Quels sont vos projets de publication ou d'articles, Alexis, après ce bel ouvrage sur les catastrophes climatiques? Alors actuellement, donc, je travaille à Lausanne sur les inondations du Rhône en Suisse. Le Rhône, bon, on le connaît assez peu de la France pour ce qui est de sa partie suisse. On a toujours l'impression, quand tu parles du Rhône, il est français, mais il y a quand même 160 km à peu près de linéaire en Suisse. Et donc j'essaie de voir pourquoi on a canalisé le Rhône, en fait. Pourquoi au 19e siècle et au 20e siècle, on a voulu absolument le rétrécir. Avant, il divaguait, il était naturel. Et quelles sont les raisons un peu scientifiques, culturelles, sociales qui ont amené à cette canalisation, et pourquoi aussi on en paye malheureusement les frais aujourd'hui de ce Rhône entre deux digues. Ça, c'est un article sur lequel je suis en train de travailler. Et puis, je vais aussi arriver dans un avenir proche à Blois pour former les étudiants de l'école de la nature et du paysage à ces questions d'histoire de l'environnement, d'histoire du paysage et aussi de risques, pour que je pense à leur projet de paysage, que ce soit des parcs, des aménagements liés à l'urbanisme, dans des zones rurales, soient un peu plus informés de toutes ces questions environnementales, climatiques et historiques. Donc ça, c'est un poste que je prendrai en octobre, et j'espère qu'il y aura aussi, enfin ça me permettra de porter le regard sur cette branche, sur ce champ d'aménagement que je connais encore relativement peu, et je suis sûr qu'il y aura des collaborations qui se noueront avec les collègues et avec les étudiants, que je remercie aussi d'ailleurs, tous les étudiants à qui j'ai pu enseigner, notamment à l'école normale supérieure, avec tous les débats qu'on a pu avoir ensemble, qui étaient très enrichissants. Ouais. J'ai entendu un étudiant en histoire de l'art qui me disait que c'est au départ une notion philosophique, c'est une construction humaine, paysage. Le paysage n'existe que parce que la nature l'a créé, et c'est le regard de l'homme qui crée, à partir de cette vision, un paysage. Effectivement, il y a plusieurs termes qu'on pourrait croire un peu synonymes entre milieu, environnement, paysage, voire territoire. Le paysage, ce qui fait sa particularité, comme vous le dites, c'est le regard. Et ce regard, il est construit. On va jamais voir un paysage de la même façon que notre voisin ou qu'un autre, quand bien même on croirait que la photo est identique, mais on va pas repérer les mêmes signes du passé ou éventuellement se projeter dans le futur dans un même paysage. Donc, c'est un peu un interface, le paysage, entre l'idéal, le matériel, entre l'histoire, le présent, le futur, et c'est vraiment très, très culturel. Il y a eu toute une pensée qui a proposé l'idée que le paysage était avant tout esthétique, c'était lié à l'art, mais il y a aussi un paysage très matériel, très construit, très, très vécu, très, très sensible. C'est aussi des questions d'ambiance. Donc,
Donc, oui, j'ai un peu oublié votre question, pardon. Non. Vous êtes en train de détailler l'histoire de la construction de la notion de paysage. C'est exactement ma question. Voilà, ouais, c'est ce que j'essaye aussi de préparer dans des futurs cours, donc c'est pour ça que je travaille dessus en ce moment. Non, mais c'est vrai qu'on renvoie tous nos auditeurs aussi sur ce livre que j'ai vraiment envie de découvrir et de me procurer soit à la bibliothèque ou de l'acheter. C'est L'hiver au siècle d'or hollandais, art et climat, où il y a tout ce croisement entre géohistoire, histoire de l'art et histoire du climat qui est tout à fait novatrice et tout à fait intéressante, un peu dans la lignée d'Alain Corbin. Je trouve ça vraiment très fin et très intelligent. Et j'invite aussi tous nos auditeurs à parcourir ce livre parce que c'est assez unique ce travail interdisciplinaire. Alexis Metzeger, merci beaucoup d'avoir été avec nous dans cet épisode d'Imaginaire du présent. On aura beaucoup de plaisir à vous réinterroger lors de prochaines publications, pourquoi pas d'articles. Vous avez publié un article dans The Conversation sur justement le décryptage d'une peinture hollandaise. On mettra le lien dans le site du podcast. Et je crois que nous en avons terminé. On renvoie tous nos éditeurs donc à ce dernier ouvrage que vous avez publié au Cavalier Bleu, Catastrophe climatique, 21 idées reçues pour comprendre et agir. Imaginaire du présent ensuite, c'est l'heure d'écouter le Panthéon de Jérémy de Tessier. Eugénie Mouchon naît en 1796 à Montpellier, au sein d'une famille protestante, donc cultivée, et d'ailleurs très cultivée. Elle est la petite fille du célèbre prédicateur genevois Pierre Mouchon. Son père est Georges-Louis Mouchon, il est pharmacien. On signale son zèle bruyant pendant la Révolution, et il manque d'être arrêté après la chute de Robespierre. Sa mère, Sophie Gall-Ladévèze, est la fille d'un pasteur du Gard. Grâce à sa famille, et comme ses trois frères, César Scipion, Louis et Émile, et ses trois sœurs, Sophie, Élisa et Aline, elle a le privilège d'une éducation riche et complète, qui fera d'elle une grande érudite. Elle traduira l'italien, l'anglais, l'espagnol, l'allemand, même le latin. « J'étais une enfant que déjà je composais des vers pour Napoléon », écrira-t-elle à Louis-Napoléon Bonaparte en 1849. C'est à Lyon qu'Eugénie Mouchon grandit. Et à Lyon qu'elle rencontre furtivement en 1815 l'empereur revenant, Napoléon débarqué de l'île d'Elbe, auquel se rallie unanimement la famille Mouchon et qu'Eugénie contemple avec admiration. En 1822, Eugénie a 26 ans, elle est grande, elle est brune, vivace, elle se marie à l'église réformée de Lyon à un avocat protestant de 30 ans, Paul-Louis Niboyer. Elle quitte Lyon pour Mâcon. C'est un changement de vie important. Et c'est là, dans cette ville, qu'elle fait la connaissance de Clémence Robert, romancière féministe comme elle, et qui deviendra l'une de ses amies les plus chères. Sur son mariage, elle commente « Enfant de l'Empire, je ne pouvais épouser qu'un impérialiste ». Elle s'en séparera pourtant. En 1829, la voilà qui s'installe à Paris sans son mari. Et c'est en 1836 que le couple rompt définitivement. Eugénie aura ce mot, c'était un mariage mal assorti, mais très secrète sur sa vie intime, elle n'en dira pas plus. Les années 1830 marquent l'entrée d'Eugénie Niboyer sur la scène de l'action publique. Elle fait œuvre sociale et éducative. Elle fonde plusieurs maisons d'associations. Elle se multiplie. En 1833 paraît sous son égide le premier journal féministe de province, Le Conseiller des femmes. D'ailleurs, suivant la loi, elle et ses collaboratrices, dont sa sœur, Aline, doivent recruter un homme pour que le journal puisse paraître. C'est la loi. Alors, elle choisit Léon Boitel, qui sera gérant de droit, mais pas de fait.
En 1834, la révolte des Canuts vient percuter la lyonnaise Eugénie Niboyet, qui assiste à tous les événements, qui les retrace dans toute leur vérité dans son journal, Le Conseiller des femmes. Elle est grand reporter de cette insurrection sanglante qu'en avait précédé une autre en 1931, ce soulèvement inédit, incroyable, de dizaines de milliers d'ouvriers de la soie contre le patronat, qui marque la naissance sous le feu des fusils du grand mouvement ouvrier. En 1836, Eugénie s'engage dans la Société de la morale chrétienne et publie un essai de la nécessité d'abolir la peine de mort. Le Panthéon de JDT, une chronique présentée par Jérémy de Tessier. Nous sommes en 1848. Eugénie a grandi au sein d'une famille impérialiste, on l'a vu. Elle n'a jamais été véritablement républicaine. Mais la concrétude des événements amène cette saint-simonienne, cette fourriériste, à basculer plus à gauche. Elle se déclare républicaine et même socialiste. Dans la tension des grandes journées de l'éphémère République, elle appelle à la vaillance et à la vigilance. Écoutez-la. Une grande révolution vient de s'accomplir. Cataclysme moral d'idées plus rapide que l'onde. En quelques jours, elle a débordé la France. En quelques mois, peut-être, elle aura débordé l'Europe. Et pourquoi donc, à son tour, la femme ne mêlerait-elle pas sa voix à ce tédéum général ? La liberté, l'égalité, la fraternité appellent le genre humain aux mêmes prérogatives. Honneur à cette trinité sainte qui accordera aux femmes les droits de citoyenneté leur permettant de s'élever intellectuellement et moralement à l'égal des hommes. Fin de citation. Elle fonde son propre journal, La Voix des femmes, qu'elle envisage comme le lieu de parole du militantisme féministe. Elle écrit, certes, mais elle parle aussi. Elle parle malgré sa voix fluette. Elle prêche au club des femmes. Entrée 25 centimes pour les dames, 50 centimes pour ces messieurs. Le gouvernement provisoire met le holà, incitant le club des femmes à réfréner, je cite, ses ardeurs politiques. Il y a la moquerie et la caricature de Daumier, les divorceuses dans le Charivari, le journal Le Charivari. On les traite de mégères, asexuées, de buveuses de sang. Voici ce qu'on écrira. Une certaine Madame Niboyet était la plus enragée des clubistes de ces réunions ministérielles. Cette Jeanne d'Arc au bas bleu, qui a depuis longtemps renversé sa marmite, poursuivait dans tous les coins Ledru-Rollin pour lui prêcher l'éducation démocratique et sociale du beau sexe. Considérée dès lors comme une activiste, Eugénie se voit retirer sa pension d'écrivain. Et c'est un drame pour elle. Elle écrit à Cavaignac « J'apprends aujourd'hui qu'on m'enlève ma pension. J'ai tout sacrifié pour mon pays. Je me suis endettée pour aider des pauvres femmes, sans travail et sans pain.
Une injustice sera-t-elle le prix de mon dévouement? Sans travaux productifs, sans ressources, je ne peux cependant ni mendier ni voler. Peut-être suis-je la victime d'une erreur ou d'une indigne calomnie? Sa lettre restera sans réponse. L'échec patent du grand projet 48 Arts atteindra profondément Eugénie. Sous l'Empire, elle est surveillée par la police du régime. Elle poursuit pourtant, tant bien que mal, sa carrière de femme de lettres. Elle publie Le vrai livre des femmes en 1863, Le journal pour toutes en 1864. Elle fréquente les salons, elle voyage, participe à des congrès. À Lyon, où elle retourne habiter, elle participe à la création d'une série d'associations ouvrières pour les femmes à gages, les servantes, les blanchisseuses, les sages-femmes, les lingères. Elle ne participe pas à la révolution communarde de 1871, mais elle en soutiendra les acteurs et dénoncera la cruauté de la répression versaillaise. Atteinte d'une affection nerveuse qui l'empêche de tenir la plume, Eugénie écrit encore des romans, parmi lesquels on peut citer La Chanoinesse, Les Borotins ou une seconde Borgia. Elle a écrit pour le théâtre aussi. En 1878, elle est célébrée à l'ouverture du premier congrès international pour le droit des femmes, à l'instigation du journaliste Léon Richer. Eugénie Niboyet, 86 ans, va disparaître à Paris le 6 janvier 1883, entourée, comme elle le dit, de son adorable famille et de son fils unique particulièrement, Paulin, dont elle a été si proche toute sa vie et qui fut consul de France. Il écrira, en même temps qu'une mère adorée, je perds une vieille camarade, une amie fidèle, une femme de bien, un écrivain émérite, un confrère loyal. La littérature et l'humanité perdent en elle une vaillante sentinelle, et un jour, je l'espère, on lui rendra la justice qui lui est vraiment due. Rendre justice, c'est d'abord le rôle de l'histoire. Alors travaillons à l'inscription temporelle d'Eugénie Niboyet. Et j'ajouterai pour finir qu'en entreprenant ce travail, j'ai eu le plaisir de découvrir que deux de ses descendantes, la sociologue Jacqueline Guinaud et l'historienne Marie-Ève Le Forestier, ont publié tout récemment une passionnante biographie de leur aïeul, justement intitulée Eugénie Niboyet, La voix des femmes. C'était le Panthéon présenté par Jérémy de Tessier. Nous vous retrouvons le mois prochain pour un nouvel épisode d'Imaginaire du présent. D'ici là, faites de beaux rêves.